Arafat, c'est quelqu'un, il aime s'entourer des bosseurs. Si Arafat travaille avec toi, c'est que tu es un champion. Si Arafat t'a pris comme mécanicien, c'est que tu es un champion. Si tu as pris comme cuisinier, c'est que tu es un champion. Si tu as pris comme cas de corps, c'est que tu es un champion. Il y a Sidiki Diabaté qui sera, que j'ai décidé aussi qu'il soit dans mon album, mais pas avec la chanson, avec la Kora. Et quand la vérité, il faut dire, viens, quand tu viens en Côte d'Ivoire, cherche à faire des conférences, cherche à faire des battles, cherche à faire des ateliers pour réunir les musiciens de la nouvelle génération. Beaucoup veulent te ressembler. Justement, Élisée, là, tu es en France depuis un bon moment. Tu peux nous dire pourquoi tu es là déjà? Bon, je suis en France pour des raisons personnelles et des raisons professionnelles. Voilà. Ma première raison d'être ici, c'est pour mon travail. Voilà, j'ai décidé de venir me faire plus connaître à l'international. Voilà. Et d'essayer de réfléchir loin parce que j'ai beaucoup de projets. Voilà. Et c'est un peu ça. Justement, lorsque tu parles de projets, tu peux nous dire en exclusivité là les projets pour lesquels tu es là. Les projets, c'est forcément sont des projets musicaux, surtout que tu es batteur. Mais est-ce qu'on peut avoir un peu la quintessence de ces projets-là? Bon, déjà, je veux pas vraiment dire mes projets là. Mais en tout cas, c'est des projets qui sont de l'ordinaire. Comme vous le constatez, il y a beaucoup de batteurs dans le monde. Mais j'ai su me démarquer, j'ai su sortir de l'ordinaire parce que moi, je suis créatif. J'aime innover. Voilà, j'aime pas faire tout ce que tout le monde fait. Et mes projets, ça sort de l'ordinaire. En tout cas, je vous garantis que le drapeau sera représenté. C'est quoi? C'est un brassage? Tu veux faire un brassage musical avec d'autres instruments ou c'est quoi, en gros? Bon, déjà, je prépare un album. Bon, ça fait partie de mes projets. Ok. Je prépare des singles. Et c'est de l'instrumental. Et je prépare aussi des featuring. C'est jamais vu. Un batteur fait un featuring avec un artiste chanteur. C'est jamais vu. Je prépare ça aussi. Il y a beaucoup de choses, en tout cas, qui sont dans la marmite, en cuisine. En termes de feat, on va voir qui comme gros artiste, comme un grand artiste sur l'album d'Élisée. Bon, déjà, c'est des artistes que je côtoie déjà, que j'apprécie, qui sont mes bons vieux pères. Il y a Sidiki Diabaté, que j'ai décidé aussi qu'il soit dans mon album, mais pas avec la chanson, avec la Kora. Il va jouer de la Kora, moi je vais jouer de la batterie. C'est un beau brassage musical en tout cas. Et il y a, comment dirais-je, il y a le père Fali Poupa, il y a bien d'autres artistes, Lorsqu'on parle d'Élisée Song, forcément tout de suite Arafat n'est pas loin. Est-ce que c'est pas réducteur pour toi très souvent de te voir identifié par le fait que tu as été le batteur d'Arafat? Bon, déjà, franchement, pour vous dire la vérité, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent même pas mon nom. Le nom qu'ils connaissent sur moi, c'est le batteur de DJ Arafat. Tout à fait. Mais beaucoup de personnes m'ont connu avec Arafat. Mais là, je cherche à... Arafat est parti. C'est vrai, on doit passer à autre chose. Chacun doit réfléchir sur ses projets. Et là, je ne sais pas comment expliquer. Ce nom est resté sur moi. Je pense que ce nom, ça restera toujours sur moi. Mais néanmoins, mon nom, c'est Élisée Song, le batteur. Voilà. Quand tu dis c'est Élisée Song, justement, est-ce que tu peux donner plus de détails par rapport à ta présentation pour que quand même cette identité reste dans la tête de ceux qui vont voir cet entretien, par exemple? Ok. À la base, Élisée Song, c'est un artiste, c'est un batteur. J'ai commencé la batterie depuis tout petit, depuis l'âge de 7 ans, 5 ans, j'ai commencé avec les ustensiles de musique, les cuillères, les marmites. Et ma première fois de m'asseoir sur une batterie professionnelle, c'était à l'âge de 8 ans. Et puis j'ai commencé à jouer à l'église, j'ai commencé à jouer avec des artistes chrétiens. Et j'ai commencé à jouer avec beaucoup d'artistes. À part Arafat, j'ai joué avec beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes, Debodo, Lupoufa, Mola, Kif No Beat, Didi B, Ariel Chené, Safarel, Mewe, plein d'artistes. Mais malgré ça, les gens m'ont identifié sur Arafat. Pendant que je jouais avec Arafat, je jouais avec beaucoup d'artistes aussi.
Mais quand tu dis que tu as joué avec tous ces artistes, c'est en tant que requin de studio ou c'est sur scène? Non, sur scène. Sur scène. La plupart des premiers concerts de ces artistes que j'ai cités, la plupart, c'est moi qui ai fait la batterie de les premiers concerts. Debodo, Lipofa, Le Mola, Abonidal, Safarel Obiang, Ariel Chené, Kif No Beat, qui d'autre encore? Il y en a plein. Pour revenir à ta présentation, quand tu dis Élysée Song, Song c'est quoi? C'est Cameroun, c'est Côte d'Ivoire, c'est quel pays? Parce que il y a beaucoup de personnes qui me posaient la question tout à l'heure, mais il est ivoirien ou il est de quel pays au fait? Non, je suis ivoirien. Ok. Je suis ivoirien. Song, c'est un surnom. Ok. Les gens m'ont trouvé tellement rapide. Mais sinon, ton nom même à l'état civil, c'est quoi? Mon nom à l'état civil, c'est Élysée Eva Yann. Élysée? Eva Yann Élysée. Eva Yann Élysée. Ouais. Et Eva, c'est de quelle région de la Côte d'Ivoire? Non, pas. Mon nom de famille, c'est Zawi. Zawi. Ouais. Donc, tu es un jeune BT. Ouais, je suis un jeune BT. D'où ça? Des Ganois. Gagnois, justement. Le jeune BT des Gagnois, Zawi, tu grandis où? Tu nais où ou tu grandis où, du coup? Je suis né à William Civil. J'ai Ok. grandi à Yopougon-Toit-Rouge. Ok. Et si tu dois me parler un peu de ton parcours, c'est vrai que tu as parlé de ton parcours musical, par contre, tu as commencé la batterie à 7 ans, à tout petit, pratiquement, la première batterie professionnelle, c'est à 8 ans, mais parallèlement, tu es allé à l'école tout de même. Oui, je suis allé à l'école. Ok, J'ai terminé les études en terminale. ok, Et à un certain moment de ma vie, j'ai arrêté, ouais, en terminale. Et à un certain moment de ma vie, en terminale, quand j'ai arrêté, je me suis entraîné, c'est-à-dire j'ai arrêté les études pour ça. Je me suis entraîné 8 heures de temps par jour. Il y avait déjà le talent. Le talent était déjà là. Mais j'avais la rage aussi d'exceller. Donc je me suis entraîné 8 heures de temps par jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Sauf les week-ends. Je faisais ça dans un studio à Cocody, dans le studio de Kone Frontali. C'est là-bas que je m'entraînais chaque fois. Voilà. ton parcours scolaire n'a pas été très, comment on appelle ça, t'as pas été, tu n'en as pas dit assez. T'as fréquenté dans quelle école, au fait? Il me rappelle mon école encore. C'est-à-dire que, même là où tu as fréquenté, c'est-à-dire que pour toi, l'école, c'était pas quelque chose qui t'est traîné à cœur, au fait. Il y a une école qui m'a marqué, on appelle ça Falen. Ok, collège Falen à Yopougon. Voilà, là-bas, ils m'ont tout automatisé. Comment ça? Raconte-nous un peu. Là, ils m'ont tout automatisé. Raconte un peu, on t'a traumatisé comment? Non, mais moi j'aime bien ce genre de petits détails c'est ça qui fait la vie de quelqu'un. C'est ça ton parcours, en fait. Moi, partant à l'école, je n'étais pas concentré. Ok. Franchement, tout mon cœur était sur la musique, la batterie. Par exemple, quand j'ai arrêté la musique même là, il dit, moi, il y avait déjà le talent. C'est ça. Je jouais déjà, parce que moi, c'est un don. Personne ne m'a appris à jouer. Personne ne m'a appris à jouer, c'est un don. Depuis tout petit, c'est un don de Dieu. Mais je savais déjà jouer, mais je voulais être encore plus fort que ça. Donc, j'ai laissé les études, je suis allé me mettre dans la batterie, m'entraîner, puis voilà. Parfait. Et là, justement, tu commences ta première grosse scène, comme tu l'as dit, à 8 ans. Tu as évolué avec pas mal d'artistes. Quels sont les artistes, justement, que tu as eu à accompagner, que ce soit sur scène, que ce soit en studio? Quels sont les artistes qui t'ont marqué? On va parler d'Arafat à part, hein, mais quels sont les artistes qui t'ont vraiment marqué? Franchement. D'abord, il y a Mewe qui m'a marqué. Mewe, le papa Mewe. Parce que dans le Zogang, c'est une école. Quand tu joues avec Mewe, c'est le haut level. Ça dit que c'est comme une école. Tu es batteur. Mais quand tu rentres là-bas, tu vois que vraiment tu as beaucoup à faire. Tu vois que tu apprends beaucoup de choses. Et avec Mewe, j'ai pas vraiment quand même duré avec lui, mais j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Parce qu'avec Mewe, c'est la perfection. Voilà. Sinon, t'as dit, Omi Arafat, hein? Tout à fait. Voilà, donc il y a Mewe, ouais, c'est ça, Mewe. Mais pourquoi tu n'es pas resté longtemps avec Mewe? Bon, d'abord, à la base, Mewe avait son batteur, qui s'appelait Vivien, qui est mon vieux père, qui est quelqu'un aussi qui a eu beaucoup confiance en moi dans mes débuts. Voilà, il a eu très confiance en moi, il me donnait des conseils et tout ça. Et il était allé en tournée en Allemagne. Et il fallait un batteur pour le remplacer. C'est ainsi que je l'ai remplacé dans le Zogang. J'ai fait, je crois, 8 mois avec lui. C'est vrai que là, pour toi, la batterie, c'est vraiment inné. Mais tout de même, est-ce qu'il y a des batteurs ivoiriens à qui tu t'identifies? Des aînés dans le métier? Ouais, des aînés,
On peut dire, il y a des aînés, mais qui ne sont pas connus. Mais c'est des grands frères. On a vu comment ils nous ont vu commencer. Ils ont été des exemples pour nous et autres et tout. Même s'ils ne sont pas connus, tu peux les citer. Hein. Bon, il y a le père Thierry. Thierry, il y a Amel Bonbon, Amel Batteur, qui est mon cousin. Il y a Yakou Daniel. Il y a... Voilà, c'est eux. Il y a Yakou Daniel. Et puis il y a Aimé, un vieux père qui jouait à l'église Réveil. Et voilà. Et bon, Paco Seri. Paco Seri, c'est quelqu'un que je n'ai pas vraiment connu. Je ne l'ai jamais vu vis-à-vis. Voilà, personnellement, je ne l'ai jamais vu vis-à-vis. Et au passage, je fais un big up à notre père Paco Seri parce que c'est une icône de la batterie. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais on n'a jamais eu l'occasion, je ne suis pas le seul, tous les musiciens batteurs n'ont jamais eu l'occasion vraiment. D'autres le voient, le couteau, mais on n'a jamais eu l'occasion vraiment de profiter de lui, d'apprendre, tu vois, je ne sais pas comment expliquer. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup parti, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, mais moi, c'est un souhait vraiment de le rencontrer. Voilà, parce qu'après eux, c'est nous, on va essayer de soulever le drapeau, se promener notre drapeau dans les autres pays. Voilà, parce qu'apparemment, je crois qu'il est dans la soixantaine maintenant. Voilà, c'est quelqu'un c'est un exemple aussi pour nous, pour moi surtout. Tu sais, Paco Seri, c'est une icône. Moi, Paco Seri, c'est pas mon camarade. Ça dit que c'est un vieux père, je ne peux pas me comparer à lui. Voilà. En Côte d'Ivoire, présentement, quand on parle de batteurs, on parle de deux personnes. On parle de moi et on parle de Paco Seri. Moi, je ne suis pas le meilleur batteur de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas le meilleur batteur de l'Afrique. Mais en Côte d'Ivoire, je suis le batteur, on peut dire, le plus célèbre. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent Paco Seri, mais il y a peu de personnes qui le connaissent aussi. Tu vois. Et moi, franchement, Paco Seri, comment dirais-je, quel mot employer? Je n'apprécie pas vraiment sa manière d'être. Voilà, je n'apprécie pas. C'est un grand frère. Normalement, je ne dois pas parler comme ça. Mais quand la vérité, il faut dire. En temps normal, Paco Seri, quand il vient en Côte d'Ivoire, il est censé sensibiliser des gens. Aujourd'hui, je pense qu'il est dans la soixantaine. Il a vieilli, il a pris de l'âge, il va à la retraite. Il y a des jeunes qui arrivent pour représenter le drapeau aussi. Lui, il a représenté le drapeau. Il a fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Mais moi, si j'étais à la place de Paco Seri, moi j'ai fait Abidjan, je cherche à sensibiliser les jeunes batteurs, les jeunes musiciens. Je cherche à apporter mon savoir, à faire des ateliers, à faire des conférences. Mais quand il vient, ce n'est pas le cas. Moi, je ne parle pas par rapport à moi. Je me mets dans la peau des autres musiciens. S'ils n'ont pas le courage, je le dis. Moi, je le dis. Je suis libre de dire ce que je pense. Voilà. Ce que je pense, ça n'a rien à voir que ça ne veut pas dire que j'aime pas Paco Seri. C'est mon idole. Mais quand la vérité, il faut dire, viens, quand tu viens en Côte d'Ivoire, cherche à faire des conférences, cherche à faire des battles, cherche à faire des ateliers pour réunir les musiciens de la nouvelle génération. Beaucoup veulent te ressembler, beaucoup veulent faire comme toi. Là où tu es arrivé, le sommet, tu es arrivé, nous, on n'est pas encore arrivé là. Mais tu ne penses pas que c'est la faute des promoteurs des spectacles ou bien c'est la faute, on va dire, des pouvoirs politiques, peut-être qu'ils ne lui donnent pas cette opportunité? Parce que se lever comme ça, venir faire, qu'on appelle ça, on va dire, des ateliers et autres, ce sont des choses, ça demande des moyens. Et lui, par rapport à son statut, il se dit peut-être que la Côte d'Ivoire, en tant que son pays, peut-être ne le met pas beaucoup plus en valeur. Est-ce qu'on ne pourrait pas répondre ça comme te répondre ainsi? Tu sais, papa, moi je pense que c'est rien de tout ça. Voilà, parce que chaque année, Paco Seri vient, il est déplacé par la BCC. Alors, la BCC, je pense que une banque comme BCC ne peut pas déplacer Paco Seri comme ça. Voilà, c'est des trucs vraiment très bien organisés. Mais quand il vient, pour faire un atelier, pour organiser quelque chose, c'est rien dans l'argent de Paco Seri. Quelqu'un qui a eu des Grammy, on sait ce qu'est un Grammy, c'est quoi? Quelqu'un qui a eu des trophées et autres, tu vois. Et moi, je pense que c'est ce côté-là que je kiffe pas. Voilà. Si moi, j'étais arrivé au niveau Paco Seri R, franchement,
franchement, j'allais sensibiliser les jeunes, donner des conseils aux jeunes. Parce que je sais que quand nous, on ne sera pas là, il faudrait que nos petits frères viennent montrer le bon exemple. Parce que quelqu'un qui a déjà fait la route, quelqu'un qui n'a pas encore fait la route, ils ne sont pas la même chose. Je connais un jeune batteur aussi, qui est un très bon batteur, en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Moïse Lavrille, qui organise des trucs. Et puis, qui est encore là? Xavier, qui est mon vieux père, qui organise des trucs. Mais Paco Seri est au courant de toutes ces organisations, des batteurs, il y a des gens qui organisent des trucs là pour des musiciens. Et à ce que j'ai entendu, Paco Seri a été invité plusieurs fois. Mais il n'est jamais venu. Jamais. Tu vois, c'est des événements qui rassemblent beaucoup de musiciens, d'autres qui des autres pays, tout et tout. Mais je ne sais pas sur ce côté pourquoi, mais c'est ce côté qui me déplaît. Voilà. Outre Paco Seri dont tu as parlé, on sait qu'il y a eu aussi un batteur qui était très brillant, père son âme, Pépito. Est-ce que tu l'as connu? Ouais, j'ai oublié là, putain. Non, c'est pas grave. Si, Popito, bien sûr, le batteur de Magic System. Ouais, ça c'était un bon vieux père aussi, qui est vraiment cool, rempli de conseils. Popito. Il y en a d'autres encore, peut-être j'ai dû oublier. Parfait. Forcément, on va parler d'Arafat. Ouais. Arafat, ça va rester dans ta vie le temps pour toi de te faire une véritable identité musicalement, de te faire une identité à tout point de vue. Arafat, votre rencontre se passe comment? Bon, moi j'ai rencontré Arafat aux deux plateaux. Voilà. Il y a des amis, bon, des grands frères à moi qui ont eu confiance aussi en moi dans mes débuts, que je salue au passage, Emmanuel Ozayon et son frère Eman. Voilà. Ils avaient une salle de répétition que les gars mettaient en location. Et Arafat devait répéter là-bas pour un concert. Et ils m'ont dit que petit, tu fais quoi tel jour? Arafat répète ici. J'ai dit, bon, Arafat répète ici. Oui, il faut venir, on ne sait jamais. Moi, j'ai dit, mais c'est pour jouer lui bien. Il dit, non, il a déjà ses musiciens. Mais il faut venir, il a été représenté. C'est mon vieux père. C'est comme ça que je suis venu et il n'était pas là. Il n'y avait que les musiciens, mais il n'était pas là. Je suis reparti. J'ai oublié un musicien aussi, Legré. Voilà, Legré, c'était le batteur de la RTI. C'est un bon vieux père aussi à moi que je salue au passage. Ok. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé, il n'était pas là. J'étais découragé. Bon. Après, je suis revenu à la deuxième répétition. Quand je suis arrivé même à l'heure. J'ai trouvé Arafat même, il était très à l'heure. Il était sur la batterie, il était en train de jouer. C'est là, mon vieux père, moi, Emmanuel Ozayon m'a dit, ah, viens, il a été présenté, mon petit, c'est un batteur, il s'appelle Élisée. Il dit, ah, ça va, on dit quoi? Il dit, ah, maintenant, Emmanuel Ozayon dit au vieux, ah, il est dangereux, hein. Arafat dit, ah, il est dangereux que mes deux batteurs, là. Donc, Emmanuel Ozayon dit, ah, si tu veux aller tester, mon truc, il est dangereux, hein, il va tuer. Donc, Arafat a mis ça dans un moment de défi en même temps. Et là, en même temps, il a aligné ses batteurs. Lui-même s'est mis dedans. Il dit, bon, on fait défi. Chacun passe, on voit qui est fort, qui est qui. Un batteur en même temps improvisé. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Il m'a vu jouer et puis il a kiffé. Il a kiffé et il a demandé à ses musiciens de m'insérer dans la liste pour que je puisse au moins jouer deux chansons parmi ces titres. Et tu connais l'homme noir. Tu connais l'homme noir. Ils ont essayé de me boycotter. Voilà, quand la vérité faut dire, ils m'ont boycotté, ils ont dit du n'importe quoi. Mais le petit, il ne peut pas jouer sur chanson. Lui, cette démonstration, seulement il s'est fait. Quand il s'est sorti dans Arafat était découragé, mais malgré ça, il venait en répétition. Et un jour, des années, je crois 2 ans après. Et donc, la première rencontre se passe en quelle année déjà? Là, je ne me souviens plus, mais c'était 2012. Ok. 2011. Ok. Et voici comment il a commencé à jouer avec Arafat. Donc 2 ans après, vous vous retrouvez? Voilà, 2 ans après. Parce que quand ça s'est passé, moi, je ne courais plus derrière lui. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas courir derrière l'homme. Un jour comme ça, Ariel Chéné m'appelle, Tchéo. Il dit ça à la mère, il dit, bon, on joue le soir avec Arafat. Il dit, ah, il ne connaît pas les chansons. Il dit, viens, on va se débrouiller comme ça. Tu vois, apparemment, c'est comme ça que je suis venu jouer. Et puis tout est parti. Mon premier spectacle était avec lui, c'était au Pink. Au Pink Club. Ouais. Et voilà comment ça démarre. C'est comme ça a démarré. Et justement, pour ceux qui t'ont boycotté, et qui t'avaient boycotté au départ, ces batteurs, et qui te retrouvent après à jouer avec Arafat, est-ce que vous vous êtes retrouvés? Bon, on se voit.
On se voit souvent, d'autres, on se croise, on se salue. Bon, c'est la vie. Hein. Et selon toi, qu'est-ce qui a fait que lorsque tu as retrouvé Arafat 2 ans après, que vous avez joué et que vous êtes restés ensemble, vous avez collaboré pendant combien d'années déjà? J'ai commencé à jouer avec Arafat de 2013-2012. Jusqu'à son décès en 2019. Ouais, non, 2013-2014. Ok. Et puis, Donc on va dire pendant 5 ans. non, plus que ça. Parce que Arafat est décédé en 2019. Ouais. Donc toi, si tu le rencontres en 2014-2019, c'est 5 ans. Mais si tu dis c'est plus, peut-être c'est en 2012-2013, vous êtes rencontrés peut-être. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ok. Donc selon toi, qu'est-ce qui a fait que cette collaboration a autant duré? Qu'est-ce qu'il a apprécié chez toi? Bon, d'abord, Arafat, lui voyait dans le futur, c'était un gars du futur, tu vois. Arafat, c'est quelqu'un, il aime s'entourer des bosseurs. Si Arafat travaille avec toi, c'est que tu es un champion. Si Arafat t'a pris comme mécanicien, c'est que tu es un champion. Si tu as pris comme cuisinier, c'est que tu es un champion. Si tu as pris comme garde de corps, c'est que tu es un champion. Donc, il travaille qu'avec les meilleurs, en fait. Voilà, c'est quelqu'un, il savait détecter le talent. Il voyait au-delà de ce que nous, on voit. Voilà. Et c'est un peu ça. Et moi, je l'ai pris comme mon frère. J'ai pas pris Arafat comme mon patron. Je dis, c'est un gobon. C'était la famille, au fait. C'était la famille. Et justement, toi, tu avais accès à son intimité. Si tu dois parler de l'homme aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais de lui? Si tu dois servir un témoignage exclusif de toi, tu as côtoyé l'homme dans son intimité. Tu dis, tu le prenais pratiquement comme un frère. Si tu dois servir un témoignage exclusif à sa mémoire, par rapport à sa mémoire, ou bien de son vivant même, si tu dois parler de l'homme, qu'est-ce que tu dirais? Franchement, on va se dire la vérité, Arafat était quelqu'un de très gentil. Il y a l'image d'Arafat sur les réseaux sociaux. Et puis il y a l'image d'Arafat, c'est qu'il est lui-même. C'est comme si c'est deux moraux différents. Excusez-moi de parler aussi. C'est comme si c'est non, on va te comprendre. C'est deux personnes différentes, deux êtres humains différents. Arafat, pour tous ceux qui connaissent Arafat, savent de quoi il parle. Il avait la main facile, ça veut dire qu'il donnait, il aimait partager, il était très gentil. Très, très gentil. Ça, seulement, il n'y a pas quelqu'un qui peut gratter son nom dessus. C'était quoi ses défauts au final? Moi, ses défauts, je pense qu'il n'aimait pas écouter son autre. Il aimait faire ce qu'il voulait lui-même. On ne peut pas conseiller à Arafat, hein. Ce qu'il veut, c'est ce qu'il va faire. Et voilà quoi. Je pense que c'est... Après tout, chacun a ses défauts. Hein. Vous avez fait beaucoup de voyages ensemble? Ouais, pas mal, pas mal. Quels sont les voyages qui toi t'ont marqué avec Arafat? Bon, le Burkina, la France, le Cameroun. Ça fait quoi de particulier ces voyages-là? Si tu dois me donner un peu de détails, des anecdotes liées à ces voyages-là, au point où ça t'a marqué. Bon, je me souviens plus trop, mais en tout cas, comme je le disais, Arafat il était deux personnes à la fois. Il était vraiment gentil, il était parfait, il était sans façon en tout cas, sans façon. Et les voyages que j'ai fait avec Arafat, vraiment, ça m'a permis encore de découvrir beaucoup de choses, de tisser les liens, l'amitié et tout et tout. Voilà. Parfait. Outre ces liens d'amitié, justement, lorsque tu vois aujourd'hui, 4 ans après sa disparition, on a vu malheureusement, pour l'encadre de sa disparition, il n'y a pas eu de dommage particulier, il n'y a rien eu. Qu'est-ce que toi, ça t'a fait, personnellement? Bon, tu sais, moi je pense que, moi j'ai appris sur les réseaux sociaux que ils ont interdit de porter des t-shirts. Ils ont interdit aux fans de Didier Arafat de venir sur le lieu de l'accident. Ils ont interdit beaucoup de choses. Moi, je pense que Arafat, c'est une icône. Quand l'année 12 août arrive, je pense que on doit laisser les fans de Didier Arafat, comment dirais-je, l'honorer, tu vois. L'encadre de cette année, ça a été vraiment très moche. Voilà. Très moche. Et moi, je pense qu'il n'y a pas d'union même dans la Eurogang. Il n'y a pas d'union entre nous-mêmes. Ça dit que dans la Eurogang, il n'y a pas d'union. Par contre, dans la Eurogang, il y a deux Eurogangs. Il y a la Eurogang où il y a les travailleurs, c'est-à-dire les travailleurs de Didier Arafat, ceux qui ont bossé avec Didier Arafat, les travailleurs, les bosseurs. Et il y a la Eurogang où c'est les amis
Je ne sais pas si tu comprends. Ouais, je vois ce que Ça, tu c'est dis. les Sami, les Binaté, quoi on appelle ça? Les Olopacha, la Lille Côte, tout ça, c'est la Yorgan des Sami. Mais la Yorgan des batteurs et des musiciens, des bosseurs, pardon, nous, on est soudés. Nous, on est soudés. On s'entend, il n'y a pas de problème. Mais la Yorgan des amis et autres, il n'y a pas d'entente là-bas. Et moi, mon souhait, c'est que vraiment les gars s'entendent. C'est eux qui doivent organiser les trucs. Et nous, les bosseurs, là, nous, on veut faire plaisir aux fans. Tu vois un peu, c'est eux qui doivent s'unir. Et je pense que vraiment, mon souhait, c'est qu'ils s'unissent. Voilà, parce que on doit quand même faire plaisir souvent aux Chinois. C'est vrai qu'on a décidé de passer à autre chose, mais de temps en temps, faire plaisir aux Chinois, c'est très important. Roland Djedje nous a dit récemment, nous a confié récemment lors d'un entretien justement qu'Arafat a laissé près de 3000 titres. C'est peu ou ça vaut ça? Ça, c'est ce que lui a dit. Moi, je sais pas. Voilà, je sais pas. Mais si Arafat a laissé plus de 3000 titres, ça veut dire que il y a de la, il y a beaucoup dans la bibliothèque. Tu vois. Mais toi, en tant que son batteur, est-ce que tu participes à la composition de certaines de ses chansons? Oui, bien sûr. Donc, il y a certaines chansons que vous avez dû composer ensemble qui sont encore dans l'antichambre? Non, non. En fait, Arafat, c'est quelqu'un, il faisait plus les playbacks. Et comment dirais-je, pardon, les enregistrements en studio. Ok. Voilà. Et souvent, on parlait de ça, qu'il allait enregistrer en live, là. On avait beaucoup de projets par rapport à ça. Non, mais je veux dire, en tant que toi, en tant que batteur, c'est-à-dire que tu pourrais lui donner des idées de composition tout de même. Ou bien, tu n'as pas eu à composer certaines chansons avec lui? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Aucune chanson? Non, pas du tout. On a vu justement aussi pas mal aussi de témoignages à son propos. Il y a une interview assez retentissante que nous a accordé Binaté quand je dis nous, à Actu People, où par exemple Binaté disait Arafat a été tué. Qu'est-ce que toi tu dis de cette assertion? Franchement, cette histoire d'Arafat là, c'est. Moi, je sais beaucoup de choses aussi que je peux pas dire sur les réseaux sociaux, tu vois. Et moi, je pense que la mort, je sais qu'aujourd'hui, tout le monde regarde Didier Arafat. Voilà. Ouais, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire devant les écrans ici. Quand tu dis que tu sais beaucoup de choses, c'est quoi? Ce sont les choses mystiques? Ce sont les choses de quel ordre? Non, je peux rien dire. Je peux rien dire. Je peux rien dire à ce sujet parce que c'est les réseaux sociaux, c'est des caméras. Moi, je ne peux pas me permettre de... Moi, je suis quelqu'un à la base même, je ne suis pas trop aux réseaux sociaux. Pour ceux qui me connaissent, je suis dans mon coin. Mes réseaux même, peu des fois, je poste les trucs. À part cette année, j'ai décidé d'être actif sur les réseaux sociaux. Je suis quelqu'un de beaucoup discret, beaucoup silencieux. Mais moi, je pense que Arafat, c'est une histoire. C'est une histoire. C'est vraiment une histoire. Et je peux pas vraiment... Mais vous, tu devez relater cette histoire. Si vous gardez le silence, est-ce que vous pensez qu'un jour, cette vérité que tout le monde recherche quelque part, parce que sa mort reste une intrigue, est-ce qu'on pourra la savoir un jour, cette vérité? Ça, c'est compliqué. Mais franchement, je pense que c'est pas à moi de le dire. Mais la plupart des entourages de l'entourage de Didier Arafat, ils savent, mais je sais pas. Au fait, les derniers instants de Didier Arafat, c'est plus l'Arafat qu'on avait connu. C'est plus l'Arafat qu'on avait connu. Arafat était devenu quelqu'un qui donnait beaucoup les conseils, il nous donnait beaucoup les conseils. Au fait, c'est un peu bizarre. Il n'est pas trop... Voilà. C'était comme si quelqu'un qui sentait sa mort proche, qui sentait sa mort venue. Voilà. C'est comme si... Au fait, de son vivant, les derniers mois, semaines et autres, sa manière de faire, ça nous paraissait bizarre. Mais quand Arafat est parti, il est mort, c'est là qu'on a compris beaucoup de choses. Rufi nous confiait justement qu'il voulait devenir pasteur. Ça, est-ce que toi et lui, vous en avez parlé? Ouais, bien sûr, bien sûr. Arafat parlait, il disait ça beaucoup. Il disait, il avait promis, il avait décidé, après sa tournée de moto tout, il avait décidé d'arrêter la musique, d'arrêter le coupé de Calais et
de se concentrer sur un business de vente de voitures. Et il cherchait même un terrain même pour construire une église, un grand temple, pour motiver tous ses fans à venir là-bas. Ça, c'est ce que Rufy a dit, c'est la vérité. Et Arafat nous évangélisait beaucoup, il nous parlait beaucoup de Dieu. Tout le monde, Olo Pacha, il nous parlait beaucoup de Dieu. Il nous parlait beaucoup de Dieu, il nous évangélisait, il nous prêchait la parole. Mais on ne comprenait pas. Moi, par contre, je me suis dit que bon, c'est un buzz. C'est un buzz. Bon, le gars, il veut nous mettre dans quoi encore? C'est qu'elle te dit ça. Mais quand il est parti, on a tout compris. Toi, tu as été l'un de ses intimes, tu dis que c'était comme un grand frère pour toi. Des petits moments intimes que vous avez passés ensemble, que tu peux nous partager là, où il t'a dit certaines choses dont tu te rappelles que tu peux partager, en tout cas, à la faveur de cet entretien. Ce serait quoi? Quelque chose de très exclusif. Bon, à chaque fois, ma femme me disait d'être fort d'esprit. Quand on parlait souvent, à chaque fois, elle me disait, mon fils, faut être un mental d'acier, faut être fort d'esprit. Faut être fort d'esprit, faut être garçon, faut être fort d'esprit. À chaque fois, c'est ce qu'il disait. Quel que soit ce qui se passe, faut être fort d'esprit. Voilà. En tout cas, c'est des mots forts que j'ai retenus beaucoup d'Arafat. Plus d'Arafat. Être fort d'esprit, quel que soit ce qui t'arrive, il faut être fort d'esprit. Et là, tu arrives avec un gros projet musical, tu as dit tu vas t'installer en France. Tu es pratiquement en France jusqu'à décembre, jusqu'à la fin de l'année. Et ce gros projet musical, tu nous as donné l'exclusivité, il y aura des trucs avec Sidiki Diabaté et pas mal d'artistes. C'est-à-dire, tu te lances là dans une carrière musicale pratiquement, c'est ça? Bon, oui, on peut dire ça en quelque sorte. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes m'ont connu en tant qu'un batteur de coupé décalé. Beaucoup de personnes ne s'imaginent pas que, hormis le coupé décalé, je fais d'autres styles de musique. Beaucoup de personnes se disent que je suis qu'un batteur qui sait faire que des démonstrations de batterie, que des freestyles. Beaucoup de personnes se disent que je ne peux pas accompagner un artiste professionnel. Tu vois, il y a des gens qui m'ont connu sur les réseaux sociaux, dans le coupé décalé, dans les freestyles. Mais ceux qui m'ont connu en réalité, m'ont connu, ils savent, ils connaissent mes expériences, tu vois, et j'ai décidé de faire découvrir, c'est ça, découvrir le reste de ce qui est caché en moi. Voilà, ce que les fans n'ont pas encore vu de moi. Voilà, j'ai décidé de faire découvrir ça. À propos de tes battles, on t'a vu faire des battles avec Jonathan Morrison. Qu'est-ce qu'ils ont rapproché? C'est l'amour pour la batterie, c'est quoi? Parce que lui aussi, il joue très bien la batterie. C'est la batterie, c'est l'amour pour la batterie. C'est ça qui nous a rapprochés. Et lorsque tu as rapproché Jonathan Morrison, au-delà de cet amour commun pour la batterie, quel genre de personne tu as eu en face de toi? J'ai vu quelqu'un de très cool, hein? Quelqu'un de très sympa, et puis quelqu'un de très intelligent. On a tissé les liens d'amitié aujourd'hui. Il est devenu un ami pour moi, un frère pour moi. Et c'est quelqu'un de très intelligent en tout cas, très intelligent. Il est créatif, il a beaucoup d'idées. Voilà. La plus belle scène que tu as partagée avec Arafat, que tu peux nous faire partager là, c'est la dernière question. La plus belle scène, c'est mon dernier spectacle avec Didier Arafat. Mon dernier spectacle avec Didier Arafat, c'était à Yopougon à l'intérieur. Voilà, ce jour-là, il y avait, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y avait la bagarre, tout et tout. Il y avait la bagarre, tout et tout. Les gens commençaient à casser les chaises. Il y avait des gens qui étaient blessés, tout et tout. Donc, du coup, beaucoup ont déserté les lieux, beaucoup partaient. Beaucoup me sont partis, d'autres rentraient, prenaient les taxis pour partir. C'était dans un lieu où il y avait plus de 500 personnes, peut-être même plus, 1000. Voilà. Et on jouait, et puis il y avait de la bagarre, les gens commençaient à lancer les bouteilles. Il y a des gens qui étaient blessés, ils ont volé des téléphones, ils ont agressé les gens. C'était en plein air. On dit, ah, quand on a vu le lieu, on dit, mais ça, on ne peut plus jouer. Les chaises sont cassées, ils ont cassé les boissons des gens, tout. On jouait quoi encore? Et quand Arafat a pris le micro, il a dit, hey, vous êtes tous la Chine. Vous venez ici en santé. Les vieux,
Il te dit en moins de 2 minutes. Le coin là, où il y a eu la bagarre, tout était cassé. Ils ont volé les gens, tout là. En moins de 2 minutes, le coin est devenu plus rempli. 2 fois plus rempli que ce qui était là. C'est là que j'ai respecté Arafat. C'est là que j'ai respecté Arafat. C'était pour moi, c'était le plus beau spectacle. Waouh. Ouais. Ça, c'est la plus belle scène et la plus belle image que tu gardes de lui. Ouais. C'est quoi la plus belle image que tu gardes de tous ces moments de collaboration, de ces moments de fraternité? C'est mes photos. Mes photos, mes spectacles que j'ai fait avec lui, c'est les seuls souvenirs que j'ai de lui. Souvent, quand tu y penses, quand tu y penses souvent, qu'est-ce que ça te fait? Ben, ça me fait de la peine. Hein. Ça fait des années, Arafat est parti, mais souvent, quand j'écoute, je suis là, je suis triste. Quand je suis là, je suis triste. Quand j'écoute la musique de Didier Arafat, je suis triste. Il y a des moments tu ris, tu oublies, mais il y a des moments tu deviens triste. Voilà, tu deviens triste. Parce que je me dis qu'on aurait pu faire beaucoup de choses. Voilà. Il y avait beaucoup de projets, il est vite parti, il est trop parti vite. J'ai un message particulier à faire passer à la faveur de cet entretien. C'est la toute dernière question. Qu'est-ce que tu dirais? Bon, tout ce que je peux dire, c'est vraiment dans la vie, c'est la persévérance. La persévérance, il faut toujours persévérer, il faut toujours croire en ce que tu fais. Il faut toujours avoir l'esprit focus. Il faut être focus, il faut être fort d'esprit, il faut juste se concentrer sur ses objectifs. Avoir foi en soi, être courageux, ça ira. En tout cas, on te souhaite plein succès. Et surtout que tous tes projets qui sont en boîte, en gestation, que tous ces projets voient le jour. Et surtout plein succès pour ta carrière musicale. Merci pour cet entretien, Élisée. Merci.